Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Céline Picmal-Prade est à nos côtés, présidente de Picmal Houghton Investments. Bonsoir Céline. Bonsoir Grégoire. Hervé Gouletker nous accompagne, Senior Economic Advisor chez Accuracy. Bonsoir Hervé. Bonsoir Grégoire. Et Igor Debac qui est également à nos côtés, dirigeant associé chez Vital Épargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Merci à vous trois d'être là ce soir. Un mot peut-être sous forme de bilan de cette année 2025. Céline, déjà tout d'abord pour vous féliciter en tout cas ceux qui ont participé à la performance de votre fonds Global Equities, qui s'affiche quasiment à plus de 25%, c'est ça, depuis le 1er janvier, Céline. L'enseignement, c'est que, ça bosse bien chez Picmal Houghton Investments et je suis ravi du succès entrepreneurial que vous rencontrez aujourd'hui. L'autre enseignement, c'est qu'on peut faire quasiment 25% de perf dans les actions mondiales cette année sans avoir d'IA et sans être exposé, de manière outrancière en tout cas, au marché américain. Il y a de la vie en dehors des États-Unis. Tout à fait, merci beaucoup pour cette analyse extrêmement pertinente. Mais c'est vrai que nous sommes un fonds qui n'a aucune exposition à la technologie, alors que la technologie représente 26% des indices actions internationales, et nous sommes un fonds qui a très peu d'exposition aux États-Unis, puisque c'est 16% du fonds. Et malgré ça, nous avons performé. Pourquoi ? Parce que cette année 2025 a été très différente des années précédentes. Pour la première fois depuis 2010, vous avez un marché émergent qui surperforme le marché américain et qui surperforme le marché européen, puisque la bourse brésilienne a pris plus de 30%, la bourse chinoise 15%. Et donc, notre fonds, qui était pour moitié présent sur les pays émergents, en a profité. L'autre marché qui a très bien fait cette année, l'autre partie du marché qui a très bien fait, c'est le secteur minier. Nous en avons parlé à plusieurs reprises sur ce plateau. Le secteur minier était particulièrement délaissé en début d'année. L'or s'est envolé de plus de 50% cette année et les minières de plus de 100%. Et nous avions à peu près 20% du fonds exposé aux minières. Nous continuons à maintenir cette exposition aujourd'hui, malgré l'excellente performance de cette année. Troisième enseignement de l'année, c'est que vous avez aussi un vilain petit canard qui était haï depuis très longtemps, qui s'appelle le Japon, dans lequel il se passe quelque chose cette année. Et là aussi, c'est nouveau. C'est un peu comme sur les pays émergents. C'est nouveau parce que vous avez de l'inflation au Japon et vous avez des salaires qui progressent à un rythme supérieur à 5% pour la première fois depuis 1989. Donc c'est vraiment nouveau. Et vous avez de ce fait des sociétés domestiques japonaises qui ont très très bien fait cette année. Voilà. Et tout ça n'est pas juste une parenthèse. Ce que vous décrivez des grandes tendances de 2025, vous vous inscrivez en tout cas dans la conviction qu'on a là peut-être des tendances longues dont le marché a peut-être pas encore bien pris la mesure d'ailleurs, Céline. C'est votre thèse en tout cas. Tout à fait. C'est notre thèse. Nous sommes convaincus que vous avez des mouvements longs sur les marchés actions, que vous avez une très longue période de surperformance des États-Unis entre 2008 et 2025, donc qui a été de plus de 15 ans, portée par la technologie américaine, et que aujourd'hui vous avez des signaux de fatigue. Vous parliez tout à l'heure d'Oracle. Le titre Oracle a perdu quand même 35% en l'espace de quelques semaines. Vous avez une augmentation du coût du crédit pour la couverture des obligations Oracle. Donc on voit que les choses sont en train de bouger. Mais que ce leadership qui est un petit peu laissé par les États-Unis est repris par d'autres. Vous disiez tout à l'heure que vous allez parler plus tard de la Chine avec un autre intervenant, mais il y a un leadership qui est pris par d'autres places de marché pour plusieurs raisons, parce que le monde est en train de bouger, la géopolitique a son impact, et vous avez un retour de flamme pour d'autres parties du marché, et ce n'est, à mon sens, que le début, parce que la valorisation est très faible pour ces parties du marché, personne n'est présent, et vous avez un momentum de croissance de bénéfices qui joue en leur faveur. Toujours intéressant de comprendre aussi le positionnement des investisseurs par rapport aux émergents, en l'occurrence. Céline, dans vos discussions, dans l'analyse que vous faites, est-ce que vous constatez qu'il y a encore de la défiance ou encore qu'il y a encore trop d'investisseurs qui ne vous croient pas d'une certaine manière, Céline? Ce qui est très bien. Ce qui est un réservoir. Les marchés haussiers, comme on le dit souvent, prennent leur envol sur le pessimisme et continue à progresser sur le scepticisme. Quand on parle aujourd'hui des pays émergents aux investisseurs, ils ont
un mouvement de recul Là, ils vont et de voir les perfs. profond scepticisme. Là, en fin d'année, tout le monde va faire Ils bilan, que ce soit côté equity et côté dette. D'ailleurs, ils vont bien voir que les émergences sont... Sauf que l'Amérique latine, il n'y a qu'une année de vraie Ah ouais. surperformance et J'entends. qu'il y a beaucoup de retard Voilà. à rattraper. Voilà. Donc, Et donc, effectivement, il y a toujours une perception de risque très importante vis-à-vis des pays émergents. Et quand on leur dit, par exemple, qu'au Brésil, vous avez des taux qui sont à 15%, Ouais. alors que l'inflation est à 4%, et donc vous avez une banque centrale qui est tout à fait en mesure de faire baisser les taux d'intérêt, alors que l'économie se porte bien, ça n'a pas tué l'économie brésilienne, qui est toujours en croissance. Mais il y a une petite musique différente qui teinte à leur oreille, mais qui ne les pousse pas encore, à à ce prendre stade, des décisions. à prendre des Ouais. décisions, parce qu'il y a cette perception de risque qui reste très forte. Est-ce que cette perception du risque vis-à-vis des émergents peut changer? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être un mouvement profond oui, alors, Igor. ça reste une classe d'actifs qui est beaucoup plus petite. Donc, elle a moins le faisceau d'éclairage sur elle. Mais pour reprendre ce que disait Céline, nous, on a aussi parié sur ne pas être pondéré en techno, Ouais. ne pas être trop américain. D'ailleurs, juste, pardon, je vous coupe la parole. Petite parenthèse, sur les Mag 7, donc 7 grandes valeurs, seuls 2 font mieux que le marché à fait, américain dans son ensemble, que le S&P 500 cette année, à savoir Alphabet, Google en premier et Nvidia ensuite. Toutes les autres sous-performent le S&P 500. Alors nous, on gère un fonds Mais- flexible de 0 à 100, donc il fait 15 cette année, il a fait 15 l'année dernière, et on a très vite, je pense qu'on partage certaines valeurs avec Céline, mais on détecte des points de surchauffe de valorisation, des surperformances. Le leadership américain, technologiquement, je pense que c'est fini. Sur les sujets d'intelligence artificielle, les Chinois sont au niveau, Oui, c'est beaucoup ça. moins cher. Le Donc ça- leadership unique en tout Voilà, cas. ça veut dire que les niveaux de valorisation qui faisaient de l'intelligence artificielle et de la techno américaine un cas unique n'est plus justifié, puisqu'il est plus unique, et qu'en plus, on peut le faire moins cher. L'Asie reste une formidable zone de croissance et de progrès. Et moi, j'étais très en amont sur le Japon. C'est un pays que j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup eu de faux départs. Et depuis 2 ans, et même il y a 2 ans, on a eu encore une année. Mais là, enfin, on a un indice Nikkei qui fait plus de 25%. Hein. Ça commence à être cher, non? Le Japon? Ben oui, mais s'il y a de la croissance et de Ouais, l'inflation, ça peut être les, plus cher. profits Ça sont peut être plus cher. les profits sont nominalisés. N'oubliez jamais qu'une inflation, ça bénéficie à l'actionnaire, pas au créancier. Et donc, la Chine, qui reste un monde un peu à part, et je souscris sur l'Amérique latine. Alors, on vient de faire ce virage un peu tard, parce qu'il nous manque une année, mais il est clair que l'Amérique latine, via des fonds qui investissent, bon, l'Amérique latine, c'est le Brésil et le Mexique dans les indices, mais il y a aussi un peu de valeur chilienne, a un énorme retard. Et ce décrochement du leadership américain, il se voit financièrement. Je rajouterais pour les perfs sur l'Europe des parties de la cote, comme les banques, comme la défense, l'arrêt de la sous-performance du luxe qui, en relatif, redonne entre guillemets une petite performance, qui fait qu'on pouvait tout à fait faire des bonnes performances sur les actions, en se disant c'est un peu derrière nous les techs et l'intelligence artificielle. Mais c'est une et les vraie année US. de rupture par rapport à ce qu'on a observé au moins sur les 2-3 années précédentes. Enfin, les 2 années précédentes en l'occurrence. Je dirais depuis 2008 presque. Ouais, parce depuis que 2008. il y en avait que pour les États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des classes d'actifs dollarisées, puisque en fait l'Arabie Saoudite, ils ont des dollars, mais c'est sous le sable, c'est en pétrole. Donc mais ça veut dire que, en fait, on voit bien que le leadership et puis l'interventionnisme américain, c'est trop cher payé aujourd'hui. Voilà, c'est trop cher payé qu'un investisseur, en fait, il fait son travail et il dit qu'il y a plein d'autres endroits et que le partage des connaissances avec l'intelligence artificielle et Internet, il est mondial. Donc, il n'y a pas de raison que les Américains... Enfin, il est mondial. Il se fait entre la Chine et les États-Unis. Oui, mais on ne peut pas mettre de côté l'Inde, la Russie, ni le Brésil, ni l'Afrique du Sud sur plein de sujets. Bon. Alors, l'histoire des performances boursières nous raconte quelque chose du monde, quand même, Hervé, et ça m'amène à cette question. Comment est-ce que les États-Unis voient ce nouveau monde? Vous avez lu, comme beaucoup d'autres, le rapport donc, sur la stratégie de sécurité nationale, c'est ça, qui a été publié début du mois de décembre par l'administration américaine, alors qui a fait beaucoup parler, parce qu'il prévoit un effacement civilisationnel de l'Europe. Mais si on va au-delà de ce genre de petites phrases, qu'est-ce que vous en avez retenu, Hervé? Il y a un constat et puis il y a les implications économiques et de marché du constat. Le constat, il est sans doute en 2 temps. Le premier temps, c'est le retour un peu à l'état brut de l'État-nation. Ça veut dire que dans la vision américaine du moment, ce qui compte, c'est la puissance, c'est l'argent
et c'est la capacité de leadership. Donc quand vous prenez ces 3 éléments, vous voyez où sont les vainqueurs et où sont les autres. Clairement, la Chine et les États-Unis sont les 2 grands vainqueurs. Et puis, en termes de puissance et en termes de leadership, eh bien, les Russes ne sont pas mal placés. Les Indiens peuvent se défendre. Et puis, il y a ceux qui ont plus de problèmes et vraisemblablement, assurément, les Européens sont dans cette 2e catégorie. Ça, c'est pour le positionnement des uns par rapport aux autres. Et puis après, puisqu'on parle de géopolitique, il y a le jeu collectif. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vision américaine du moment, ça ressemble beaucoup au concert des nations post-traité de Vienne 1815, donc après le désastre des guerres révolutionnaires et napoléoniennes. Et en fait, il y a une aspiration des États-Unis à un monde à plusieurs têtes, mais à un monde équilibré. C'est-à-dire que les États-Unis disent « Moi, je ne prétends pas être le leader du monde, je veux jouer un rôle, je veux être en avance sur les autres, mais il y a d'autres États, ils peuvent vivre leur vie. » Il n'empêche que les États-Unis disent, dans ce monde polymorphe, je suis primus inter pares. Donc en fait, j'ai quand même un droit de regard sur ce qui se passe ailleurs. Et alors, après, on entre dans une logique, il y a les zones d'influence des uns, des autres. Alors clairement, il y a une définition de la zone d'influence américaine. Ouais. En fait, ça ressemble d'abord à la doctrine Monroe, c'est-à-dire c'est l'Amérique au sens large. Et puis après, il y a la question de l'Europe. C'est-à-dire que c'est dit très clairement, culturellement, nous sommes proches des Européens, mais il faut que les Européens soient comme nous. Si les Européens s'éloignent de nous, ce ne sont plus des alliés. Donc, en fait, on a un rôle d'allié à confirmer. Et puis, pour le reste du monde, eh bien, tout se passera bien si on laisse les Américains faire leur petit commerce. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Juste, Hervé, être allié des États-Unis quand on est l'Europe, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue américain ? Est-ce que ça veut dire, par exemple, sur un sujet comme la défense, et on va pouvoir peut-être parler de cette stratégie d'autonomie que recherche l'Europe aujourd'hui, du point de vue américain, ça veut dire... Alors, bien sûr, prenez-vous en main, augmentez vos budgets de défense, mais pourquoi faire ? Pour construire une industrie européenne de la défense ou pour acheter toujours plus d'équipements et de matériel américain de défense ? Ce qui est aujourd'hui le cas dans la plupart des pays européens, bien sûr. Ce n'est pas précisé, mais clairement, c'est une doctrine centrée sur l'État-nation. Donc si c'est centré sur l'État-nation, il faut comprendre que l'Union européenne n'a pas vraiment sa place dans cette logique. Donc vive les pays européens, je ne dis pas à mort l'Union, mais il y a un peu de cette dimension-là. Mais non, ce qui est important, c'est que les Américains, tout en contrôlant leur sphère d'influence, veulent un monde qui reste ouvert à leurs intérêts. Et puis, il y a des zones qui sont sous leur protection. Donc, à mon avis, en termes de marché, ça veut dire que l'ère néolibérale change, certes, mais avec tout de même cette volonté que le monde reste assez ouvert. On ne se referme pas. Et puis, les États-Unis, évidemment, vont rester en avance sur le reste du monde. Donc, contrairement à ce que disent mes camarades, eh bien non, ils seront en avance, c'est là où les performances se feront. Il ne faut pas se tromper, foi de Trump. Et puis, si vous êtes sous la houlette des États-Unis, eh bien, comme aux États-Unis, ça va bien se passer ailleurs aussi. Donc, en fait, pas de remise en cause. Et puis, des zones où faire son marché en termes d'épargne, ça peut rester intéressant. Et puis, dernier point, et je m'arrête, face à la Chine, c'est un rival, il n'y a pas de doute, mais on doit pouvoir s'entendre en bonne intelligence avec le rival. Donc c'est un découplage stratégique, c'est ça qu'ils disent avec la Chine. Hein. C'est un découplage stratégique, mais on ne veut pas une rupture totale avec la Chine. C'est ambigu, mais on maintient les liens et on continue de commercer parce que, au final, c'est le mercantilisme qui l'emporte. Bon.
Qu'est-ce que ça implique quand on gère des actifs, quand on est investisseur? Et peut-être que c'est aussi l'occasion de parler de l'Europe en cette fin d'année 2025, qui n'a pas démérité sur le plan boursier, avec des beaux moteurs, comme vous le disiez, le secteur bancaire, le secteur de la défense. Secteur bancaire, ça me fait penser à l'union des marchés de capitaux. Secteur de la défense, ça me fait penser à la stratégie d'autonomie stratégique de l'Europe. Est-ce que le marché commence à prendre au sérieux l'Europe quand elle cherche à franchir de nouvelles étapes en matière de construction? Je dirais que du point de vue de l'État-nation, effectivement, l'Europe n'offre plus beaucoup d'avantages, puisque c'est vrai qu'on se dirige vers cette organisation mondiale. Donc l'Union européenne fait plutôt sujet à beaucoup de critiques. Mais qu'est-ce qu'il y a Moi, je dis toujours, la réussite de l'Europe ou de la zone euro, c'est Airbus et l'euro. Et je rajouterai un troisième point, c'est l'épargne. Donc c'est la très grande richesse des ménages européens que tout le monde convoite, les Chinois, les Américains, d'où d'ailleurs le rééquilibrage du commerce mondial avec les droits de douane américains. Et en fait, c'est ça nos avantages. Nos inconvénients, c'est évidemment notre incapacité à réellement faire de la croissance aujourd'hui, notre désalignement stratégique ou notre diversité, et puis une culture de la norme qui effraie énormément finalement nos partenaires. Je mets de côté l'histoire Euroclear à voix russe qui aurait peut-être aussi, faudrait peut-être faire attention à ce qu'on fait avec notre monnaie, mais vraiment l'euro, on peut pas dire que l'euro ne se soit pas installé dans le paysage mondial. Ça fait beaucoup de bruit aux États-Unis. Ils n'aiment pas cette monnaie, parce qu'ils aiment bien voir la seule. Ils font tout pour que les Chinois n'aient pas la leur. Donc, c'est vraiment une réussite. Et après, pour faire écho à ce qui se passe sur les matières premières, le grand désavantage de l'Europe, c'est qu'on n'a pas de matières premières. Donc, on n'intéresse pas grand monde. Aucun envahisseur. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, la lutte... Pas forcément une mauvaise nouvelle, mais oui. Plutôt, je trouve, mais la lutte, elle est sur ces sujets. Le déséquilibre majeur entre l'offre et la demande de matières premières, de métaux précieux, de terres rares, parce qu'en fait, tout ce qui nous entoure a été extrait ou est moissonné, cultivé. Donc, et nous, à part l'agriculture, où on est à peine indépendant, en tout cas en France, on n'a pas ces matières premières. Très peu. Et ça, c'est l'enjeu de demain, parce que c'est très lié à la technologie aussi. Qu'est-ce qui coche vos critères d'investissement quand vous regardez l'Europe, Céline? Je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit par Igor et Hervé sur le fait qu'on entre dans une nouvelle ère, dans un nouveau monde, dans lequel l'Europe n'a pas forcément les cartes les mieux alignées pour ce nouveau monde. Donc, dans cet environnement-là, en Europe, ce qui m'intéresse, ça va être des entreprises qui ont la capacité de nous offrir une exposition à cette nouvelle donne. Donc, on peut penser par exemple à un Total, tout simplement. Total, on revient vraiment aux fondamentaux. J'ai jamais quitté. Voilà. Non, mais c'est une société qui est pour l'instant. On revient à la base, quoi. Voilà. C'est une société qui est totalement délaissée par les investisseurs, qui va vous offrir un coupon significatif, on en parlait tout à l'heure, et qui vous permet d'être exposé à cette nouvelle donne, parce qu'il continue à être un des maîtres du jeu dans ce qui est production de gaz, de pétrole, tout en ayant une exposition aux énergies renouvelables. Et le cœur du réacteur de demain, ça va être effectivement l'énergie et les matériaux. Parce que quand vous avez de la croissance dans le monde, notamment dans les pays émergents, il faut l'alimenter. Quand vous avez une croissance de la demande technologique, il faut l'alimenter en énergie. Et pour faire ça, il faut produire des matériaux, il faut produire le cœur du réacteur. Et on n'a pas investi dans l'exploration minière, on n'a pas investi dans l'exploration pétrolière ou gazière au cours des 20 dernières années. Donc forcément, quand on a une offre qui continue à progresser et que quand on a une offre qui baisse et qu'on a une demande qui progresse, il y a un déséquilibre. Et c'est vrai que M. Pouyanné en a parlé l'autre jour. Il y a l'Agence internationale de l'énergie qui en a parlé également, en disant « Oups, on va peut-être avoir un problème au cours des prochains mois, prochaines années. » Vous citez Total Energy comme un exemple de valeur européenne, mais demain, vous allez l'acheter aux États-Unis. Ça fera remonter un peu votre exposition au marché américain, d'ailleurs, Céline. Non, mais comment vous regardez le move? Comment vous regardez l'idée, effectivement, d'avoir une vraie cotation à New York? Est-ce que ça peut jouer, d'ailleurs, sur la valorisation de Total chez nous, en Europe? C'est vrai qu'il y avait une décote. Que ça prépare quelque chose de Il y avait une décote de place, parce que c'est vrai que les investisseurs européens sont très focalisés sur l'ESG. Donc, ils vont aller chercher d'autres investisseurs à l'international. Et ça suffit pour réduire la décote de Total par rapport à ses pairs américains? Ça permet d'ouvrir le livre
pour d'autres investisseurs. Ouais. Voilà, c'est ça l'objectif. Oui, j'ai compris. Voilà, mais, après, est-ce que ça va marcher? Je pense que de toute façon, il va y avoir un moteur qui va s'allumer, qui ira au-delà, parce qu'on parlait il y a 1 an et demi ou 2 des minières, tout le monde rigolait beaucoup. Maintenant qu'elles ont fait plus 120% en 1 an, on rigole moins. La position de Total peut s'enflammer d'un seul coup, parce qu'effectivement, si vous avez à partir de 2026-2027 un déséquilibre qui se confirme entre l'offre et la demande, il n'y a pas tellement d'acteurs que vous pouvez acheter sur la cote avec une telle décote justement et un tel retour sur investissement et une explosion de la génération de cash. Donc effectivement, Total, ça peut me sembler intéressant, mais on peut aussi aller chercher des sociétés financières en Europe. Alors, on en parlait tout à l'heure, il y a encore beaucoup de sociétés européennes exposées à l'Europe qui ont déjà très bien fait, mais vous pouvez avoir en Europe, notamment en Angleterre, des sociétés comme Standard Chartered qui sont exposées à l'Asie et aux pays émergents. Parce que historiquement, nous sommes des pays coloniaux, donc on garde cette petite culture en Angleterre en ayant une société qui est cotée à Londres mais qui a 90% de son exposition en Asie. Ouais. Donc ça peut être intéressant pour des investisseurs européens. Sur l'Europe, Hervé, commentaire, réflexion, et puis un mot de ce plan allemand. Enfin, encore une fois, moi je me souviens de l'enthousiasme qui a été déclenché par Friedrich Merz, en l'occurrence en mars de cette année, quand il annonce ce virage et la fin de l'orthodoxie budgétaire allemande, des économistes que je connais depuis 10, 15, 20 ans, qui, je pense, n'imaginaient même pas voir ça de leur vivant venant d'Allemagne. Et j'ai l'impression que 6, 8 mois après, non seulement l'enthousiasme est retombé, mais on est déjà presque déçu par ce plan allemand qui n'a même pas encore commencé. En fait, le plan allemand, oui, c'était une belle annonce, puisqu'on enlevait les contraintes du budget pour faire de la défense, on créait un fonds à part richement doté. Et donc, c'est vrai que tout le monde s'est pris un peu pour Perrette et son pot à lait, quoi, en disant, mon Dieu, on va avoir tout ça. Mais en fait, dans la pratique, ce que l'on est en train d'observer, il y a une porosité, hélas, entre le fonds d'infrastructure et de transition énergétique et le budget allemand, avec des transferts du fonds vers le budget. Pourquoi ? Parce que même si on s'est donné des degrés de liberté en matière de gestion budgétaire, on ne veut pas que les dérapages soient trop importants. Donc, premier élément, les investissements que l'on prévoyait, avec un effet multiplicateur sur la croissance, vont être revus à la baisse. Et deuxièmement, en matière de défense, on est en Allemagne, on est quand même face à un pays qui est sorti de l'histoire il y a 80 ans, avec une culture très pacifique. Ah, petit coup de fil. Hervé Gouletker. Il ne faut pas dire des méchancetés sur l'Allemagne. C'est Bernard qui appelle. Si vous dites des méchancetés sur l'Allemagne, eh bien on vous engueule. Et en fait, sur la défense, en fait, ça ne part pas aussi vite qu'on le voulait. Alors, pour des raisons à la fois techniques, la capacité des industries allemandes à suivre, elles ont empoché plein de commandes. Mais après, il faut réaliser, c'est plus compliqué. Et puis, n'oublions pas non plus que... au sein de la coalition, la CDU fait preuve de plus d'allant sur le sujet et que le SPD est beaucoup plus prudent. Et donc, en fait, in fine, au moins ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a du retard au démarrage de ce plan. D'où la déception. Mais ça reste une bonne chose quand même, Hervé. Je comprends. Peut-être qu'il y a eu une forme de mirage, d'aveuglement. On s'est dit qu'on allait avoir 3% de croissance en Allemagne dès 2026. Évidemment, c'est pas comme ça que ça va se passer. Mais même une Allemagne qui avoisinerait ou approcherait les 1% de croissance, venant de zéro depuis maintenant 2018 ou 2019, c'est déjà un moteur qui se rallume quand même pour l'Europe. C'est mieux, mais en fait, si on regarde les prévisions pour ce qu'elles valent, c'est vrai qu'on est en train de se dire qu'on fera 1% de croissance en Allemagne l'année prochaine. Cette année, ça doit être un peu plus que zéro. Les 2 années précédentes, c'était du recul. Mais en fait, quelle que soit la taille de l'économie allemande, c'est insuffisant pour tirer notre économie. Le moteur français ne tire pas. Le moteur italien est très coup-ci, coup-ça, on est à 0,5 ou 0,6, et le moteur espagnol ralentit. Quand vous prenez tout ça, eh bien, d'accélération de la croissance européenne, point. Donc en fait, l'Allemagne, c'est bien,
mais c'est moins bien que prévu, et la force de traction est insuffisante. Bon, sanction un peu dure, je trouve, mais effectivement, Non, mais on verra comment les choses je se pense que développent. franchement, le réarmement militaire d'une zone et d'une nation ne peut pas être un projet qui soit, à mon avis, humain et de progrès technologique, même si on sait que toutes les applications civiles viennent du militaire. Mais Ouais. je ne suis pas sûr. On loue ça aux États-Unis, donc je vois pas pourquoi Non, parce ce qu'aux serait pas États-Unis, intéressant de aux développer un tel États-Unis, écosystème chez nous. C'est quand même global depuis très longtemps, le progrès, les investissements, la fluidité des capitaux, c'est dans tous les secteurs, que ça soit dans la start-up. Là, concentrer énormément sur ce sujet au détriment d'autres. Hein. On parle de la santé, puisqu'on a quand même très peu de leaders dans la santé. Je mets de côté la Rearm, Suisse. Repower, Chips Act. Il y a quand même. Alors, c'est Oui, pas des mais- formules magiques. Non, mais ça sera très long. d'accord. Ça sera très long. Mais il faut bien faire quelque chose quand même. Ouais, mais c'est toujours plus facile de dépenser sais. l'argent des autres. Je sais. Mais je pense que réindustrialiser, on a déjà entendu cette petite musique il y a quelques années en France. Aujourd'hui, on est. C'est un mirage. Il n'y en a pas de réindustrialisation. Il n'y a pas eu de grande usine rapatriée aux États-Unis, il y en a. Mais parce que les moyens de coercition sont un peu différents. Regardez si vous pouvez sur les réseaux, enfin vous la trouvez, petite vidéo de Mario Draghi qui était au Parlement européen, pardon, en début de semaine. Il engueule vertement les députés européens. C'est son rapport. Faites quelque chose. Ouais, bien sûr. Vous voulez pas d'endettement commun, vous voulez pas de single market, vous voulez pas aller compléter l'union des marchés de capitaux. Faites quelque chose et arrêtez de me demander à moi ce qu'il faut faire. C'est à vous de faire quelque chose. Bon, Mais petite parenthèse. l'Europe Hervé puis Céline. Ouais. L'Europe est mal organisée, on le sait. Pour que l'Europe bouge, il faudrait en fait que l'on accepte de transférer moult compétences à Bruxelles, et je dirais culturellement, politiquement, c'est infaisable. Et donc, à ce moment où il faudrait faire preuve de beaucoup d'allant, en fait, on n'en est pas capable. Donc, le constat, il ne peut être qu'amer. Et donc, au niveau de Bruxelles, où on n'a pas de territoire, où on n'a pas d'armée, où on n'a qu'un tout petit budget, on fait ce qu'on peut, on fait des rapports et des règles, mais on ne gère pas une économie uniquement avec des rapports et des règles. On a Euroclear où on stocke les actifs russes gelés, voilà, c'est ça. Pas que. Bon, pas que. Non. Et juste pour Céline. compléter, effectivement, sur le problème industriel que nous avons en Europe, on parlait de l'Allemagne tout à l'heure, on a quand même un concurrent chinois qui nous pose problème, notamment en Allemagne, du côté de l'automobile. Et il n'y a aucune certitude qu'on arrive au cours des prochaines années à rattraper ce retard, compte tenu du fait qu'en Chine, ils ont intégré un avantage industriel, notamment avec un niveau d'automatisation très élevé, avec l'intégration de l'intelligence artificielle qu'ils ont déjà mis en place dans leur chaîne de production, ce qui leur permet d'avoir fait baisser leur coût de production par produit sortant des chaînes de production chinoises de façon spectaculaire au cours des dernières années. Donc même quand on parle de reshoring ou de relocalisation, il faut avoir en tête que des industries qu'on rapatrierait, il n'y a quasiment pas d'emplois qui sont générés. C'est aujourd'hui la fabrication de produits, que ce soit des voitures, des machines à laver, c'est complètement automatisé. Donc c'est des rend usines obsolète vides. toutes ces chaînes de production. On en parlait avant Donc l'émission. c'est Il n'y a pas vraiment, beaucoup d'industries dans le monde qui sont capables de développer des chaînes de production mondiales, globales, comme le font les Voilà. industries aéronautiques et automobiles. C'est Mais- l'Europe qui a tué l'automobile européenne, qui était un des seuls secteurs où on était Voilà. leader Et donc, mondial. mais donc, on a un problème important, structurel, voilà, qui ne peut pas forcément être rattrapé Oui. par des investissements de la part de l'Allemagne. Non, mais la Chine peut être très efficace, mais il y a quand même un modèle offre-demande en Chine qui aujourd'hui fait face à un blocage. On produit de plus en plus efficacement, on ne veut pas, si ce n'est de façon formelle, relancer la demande intérieure, et les marchés extérieurs sont quand même en train plutôt de se fermer. Donc en fait, la Chine va être... Le marché américain, oui, Bah, mais j'ai l'impression que le reste du monde, bah, c'est très non, mais largement ouvert à la Chine. On ne va pas pouvoir inonder de produits chinois le monde. Alors après, les autres ont moins de capacité de refus que les Américains. Mais en fait, Macron à Pékin, il a quand même été clair sur le sujet. Bon,
C'est le sujet de notre prochaine interview. Gardons 5 minutes pour discuter de la Fed. Hervé, baisse de taux. Enfin, ma question, c'est quoi le schéma monétaire de 2026 ? Et visiblement, le marché commence à anticiper une Fed qui poursuivrait ses baisses de taux. Alors, dans quelle mesure ? Jusqu'où ? Quand d'autres banques centrales, Canada, Australie, pourquoi pas la Banque centrale européenne, qui va réviser à la hausse les chiffres de croissance à l'occasion de sa réunion du 18 décembre, ce qui fait remonter d'ailleurs les possibilités de hausse de taux comme prochain mouvement de la BCE. Est-ce qu'on va avoir un schéma de grande divergence là entre la Fed et le reste du monde développé, en tout cas ? Alors, je pense qu'on est à un moment où toutes les projections sont très fragiles. Parce que du côté de l'économie, les prévisions des uns et des autres se ressemblent toutes. Et en fait, elles sont, dans un monde très compliqué, elles tiennent à peu de choses. Est-ce que la croissance est supérieure à la tendance de long terme ou inférieure ? En fonction de ça, ça peut me donner une marge de manœuvre pour baisser ou arrêter de baisser les taux. Et puis pareil pour l'inflation. Est-ce qu'on sera au-dessus de la cible, en dessous de la cible ? Donc on voit bien que quand on prend le cas du Royaume-Uni, quand on prend le cas du Canada, vous vous dites la croissance, elle est plutôt au-dessus de la tendance. L'inflation, elle est comme il faut ou un peu trop forte. Il n'y aura pas de baisse des taux. Au Japon, les taux sont très bas, l'inflation s'est peu ou prou normalisée, voire plus que ça, et donc on n'aura pas de baisse de taux non plus. Dans le cas de la zone euro et dans le cas des États-Unis, quand vous prenez ce raisonnement tout simple, vous ne savez pas très bien où vous situez. Donc vous allez dire, il faut que je vois les inflexions. En Europe, si ça va un peu mieux, ça confortera le discours. La BCE, c'est terminé. Aux États-Unis, si on prenait que ce raisonnement très simple, vous diriez il y a du potentiel de baisse. Après, il faut prendre la mesure du potentiel et c'est là où vous devez intégrer le politique à côté de l'économique. Qui sera chargé de la politique monétaire américaine dans les prochains mois ? Ce qui est tout à fait clair, c'est que l'administration Trump veut que les taux baisse beaucoup, mais que le marché, de son côté, dit « je ne suis pas trop sûr qu'il faille aller dans cette direction », d'où une volatilité sur les anticipations. C'est les mouvements d'ailleurs de taux qu'on observe en cette fin d'année. On reconstitue un peu de primes sur les parties longues de courbe de taux. Là. La pontification, on aimerait bien voir pétrifiée, on en discutait, puisque j'ai fait un petit lapsus en parlant de pétrification de la courbe des taux. Il faut quand même dire que la volatilité de l'indice MOVE a beaucoup baissé, donc on est dans une situation qui est plus normalisée en termes de courbe des taux. Le marché arrive à mettre un prix quand même sur cette nouvelle situation. En tout cas, momentané, je pense qu'il est difficile pour un investisseur, c'est d'appréhender le caractère désynchronisé des régimes d'inflation. Déflation quasiment en Chine, nous autour de 2, les Américains plutôt 2,5-3. Ça, c'est plus difficile pour, à mon avis, piloter la politique monétaire. Sur la croissance, on sait que mondialement, on va avoir autour de 8-3, qui est normalement une croissance réelle qui permet à beaucoup d'entreprises de prospérer et d'avoir justement une courbe de croissance des bénéfices par action et donc de la création de valeur. Donc ça, pour un investisseur en actifs risqués, c'est le présupposé, c'est qu'il faut qu'il y ait de la croissance réelle. Après, la variable prix, on sait que les profits sont nominalisés, mais c'est un peu plus un sujet pour les investisseurs obligataire. Et donc, le niveau de taux d'intérêt aujourd'hui, moi, je trouve qu'il reflète une situation, et d'ailleurs, l'indice MOVE a bien baissé, comme le VIX, mais on est dans une situation de fin d'année où tout le monde est content de l'année qui vient de s'écouler, il me semble. Et donc, jouons safe cette fin d'année, quoi. Céline, ces sujets monétaires de Banque centrale, comment vous regardez ça ? De loin, d'assez près quand même ? C'est quand même très important, oui. Mais pour compléter ce qui vient d'être dit, je dirais juste qu'effectivement, on assiste quand même à une perte d'indépendance de la Banque centrale américaine, et c'est peut-être ça qui aura marqué cette année 2025 et qui risque d'avoir un impact structurel sur la perception qu'on a, nous tous, du dollar et qu'on a de la dette américaine. Donc c'est peut-être ça qui sera un changement majeur dans les allocations patrimoniales au cours des prochaines années. Et c'est peut-être pour ça qu'on a vu une appréciation de l'or et des minières cette année. Voilà, c'est tout. Une année 2025 pour l'histoire, peut-être. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Céline Piquemal-Prade, Piquemal Houghton Investments, Hervé Goulet-Kerr, Accuracy, Igor Demac, Vital Épargne.